Mes chaussettes, c'est bon. Ta culotte aussi, c'est bon? Ma culotte. Comment c'est que j'ai une culotte? Bon, en fait, c'est ma deuxième interview de ma vie, donc j'ai pas trop l'habitude des interviews, puisque la première c'était avec Laïla Del Monte. D'ailleurs, vous pouvez aller la voir parce que elle est en ligne. J'étais un petit peu plus timide avec elle, donc avec toi, ça va. Tu seras moins timide? Un petit peu. Bah, un petit peu moins. Alors, on est toujours soit avec l'ambulance, soit avec un avion, soit avec un hélicoptère. Il y a toujours un truc. En fait, ce qui est bien, c'est que l'ambulance est en train de partir avec ta timidité. C'est à peine une suggestion. Caché. Très caché. Très caché. Pas visible. Donc, je suis avec mon copain Stéphane. Stéphane, qui es-tu? Stéphane. Je suis psy, hypnothérapeute, coach. Et en fait, j'accompagne les gens à reprogrammer leur cerveau, à vivre leurs émotions et chercher le bonheur en fait. Hein. C'est quoi le bonheur pour toi? Le bonheur pour moi, c'est une super question. C'est faire ce qu'on a envie et de le faire et de bien le vivre. Donc du coup c'est on va venir sur le truc de la stratégie des besoins. Puisque Stéphane est le spécialiste des besoins et c'est le sujet d'aujourd'hui, donc venons-y naturellement. Ouais, en fait l'idée c'est simplement de regarder quels sont ses vrais besoins et comment on peut y accéder directement et pas par stratégie. Donc du coup prendre un raccourci sur voilà, mon besoin c'est ça, ok, j'en ai conscience, moi je le vis. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu appelles une stratégie pour répondre à des besoins? Une stratégie pour répondre à des besoins, si on prend être aimé, la stratégie c'est de faire plaisir à plein de gens pour se sentir aimé. Et le raccourci, ça serait j'ai besoin d'être aimé, je commence à m'aimer moi. Donc du coup, je suis plus en stratégie à aller chercher à l'extérieur ce que j'ai besoin de m'apporter moi-même. D'accord, donc du coup, s'aimer soi, ce serait sortir de cette stratégie. Par exemple, ça serait un moyen de sortir de cette stratégie. Le besoin de reconnaissance, qui est un besoin essentiel, d'être reconnu, passe souvent par l'extérieur, donc tu vas chercher la reconnaissance chez les autres. Et du coup, dans cette stratégie-là, en fait, tu es dépendant de l'autre, tu es dépendant de l'extérieur. Donc du coup, je dis pas qu'on ne peut pas être complètement indépendant de l'extérieur, mais je dis simplement que tu es dépendant de ça et donc tu mets du pouvoir à l'autre sur ta reconnaissance. Alors ça c'est la stratégie et souvent qui tourne mal, qui peut tourner à du burn-out, on peut aller jusque là. Et du coup en fait l'idée c'est simplement de dire comment moi je fais pour me reconnaître moi. C'est-à-dire trouver suffisamment de reconnaissance dans ce que je fais et qui je suis pour pouvoir ne pas être dans la stratégie. Alors du coup est-ce que c'est plutôt une non-stratégie ou une bonne stratégie? De se reconnaître soi? Ouais. C'est un raccourci pour moi. C'est plus une stratégie. Parce qu'à partir du moment où tu reconnais ce dont tu as besoin, tu n'es plus dans la stratégie. D'accord. La stratégie, c'est quelque chose dont tu n'as pas conscience que tu fais. Ok. Et donc, c'est amener à se poser les questions de pourquoi tu les fais. Donc, à partir du moment où tu reconnais ton besoin, tu sors forcément de la stratégie? Oui. Oui, parce que si tu as faim, tu vas manger directement. Si tu sais pas faire à manger, ta stratégie, ça va peut-être de pousser quelqu'un à te faire à manger. Oui, mais tu sais déjà que tu as faim. Mais tu sais déjà que tu as faim. Mais souvent, les gens ne savent pas qu'ils ont faim. C'est ça le problème. Mais il y a faim et faim. Et il y a faim et faim. Voilà, comment on l'écrit pour l'exemple. Ok. Donc en fait on a différents types de besoins. On va parler des différents types de besoins. Alors j'en ai identifié quelques-uns et il y en a encore d'autres à identifier. D'ailleurs ceux qui veulent me présenter leurs problématiques, je pourrais regarder où il y a une stratégie et quel serait le besoin en fond. Comment par exemple, on a dit qu'il y avait besoin d'être aimé et de s'aimer, besoin d'être reconnu et de se reconnaître, et aussi peut-être aussi besoin de se dire les choses. Tu vois la stratégie qui serait de dire j'ose pas dire à quelqu'un quelque chose, mais je passe par quelqu'un d'autre. C'est une stratégie. Voilà. Donc du coup c'est comment moi, qu'est-ce qui fait que moi je suis obligé de passer par quelqu'un d'autre alors que le raccourci ça serait d'aller directement. D'accord. Et du coup ça vient aussi toucher la communication non violente où on est sur le besoin. Et du coup en fait dans les mots, il y a des choses qui se génèrent à l'intérieur et ça veut dire aussi se connecter à son corps et se connecter à quel est mon vrai besoin du moment. Et ça ramène aussi à besoin d'être au moment. Parce que souvent on peut être dans le futur.
Et du coup, c'est comment allier effectivement ces stratégies qu'on a, pourquoi on va dans le futur, pourquoi on pense à demain, pourquoi on pense à tout ça, pourquoi on n'est pas dedans, là, à l'instant. C'est peut-être qu'il y a quelque chose aussi à les regarder. Ouais. Et qu'est-ce qui, selon toi, empêche les gens de reconnaître leurs besoins ou de les identifier? Qu'est-ce qui fait que ça peut être compliqué en fait? Je pense que c'est juste l'éducation. C'est-à-dire que si tu n'as pas été éduqué à reconnaître tes besoins basiques, ceux du moment, et que tes parents t'ont pas éduqué à ça, parce qu'eux-mêmes n'ont pas été éduqués à ça, parce que leurs grands-parents, etc., tu vois, c'est un processus répétitif, à quelque part, il n'y a pas de possibilité si on t'a pas appris. Donc du coup, tu peux pas apprendre tout seul. Il y a des choses qu'on a du mal à apprendre tout seul, où la vie et le temps fait qu'on l'apprend. Et donc ce qui est intéressant, c'est pouvoir dire, basé sur la communication non violente, c'est quel est mon besoin. Et déjà d'identifier clairement dans une situation quel est mon besoin. Je peux me sentir jugé et j'aurais besoin d'être accepté, etc. Et du coup, ça c'est ce que je vis moi. Et la stratégie du besoin, elle est beaucoup axée sur les relations interpersonnelles, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est tout le temps en relation avec quelque chose, avec l'environnement. Et du coup, c'est comment on arrive à s'adapter et s'ajuster à cet environnement et qu'est-ce que ça nous fait vivre. Et on a souvent oublié ce que ça nous fait vivre. On interprète, mais on ne ressent pas ce qui se passe, tu vois. Et donc, le besoin, c'est déjà d'identifier ce qu'on vit, on ressent, pour dire, tiens, qu'est-ce qui est sous-jacent à ce qu'on vit. Revenir dans le corps. Et revenir dans le corps, revenir à ce qu'on sent, à ce qui on est, et ce dont on a besoin. Et des fois, on n'est pas reconnu dans nos besoins. Et c'est là qu'on élabore des stratégies. En fait, les enfants ont des besoins. Ouais. Besoin de manger, besoin d'être aimé, etc. Et à un moment, les parents ne répondent pas forcément à ça. Voire, quand l'enfant exprime son besoin, il le rejette d'une manière ou d'une autre. Parce que j'accuse pas les parents, je dis juste que c'est quelque chose qui se passe et on n'en a pas conscience. Et il n'y a pas de parent parfait, ça n'existe pas. Mais du coup, comme l'enfant n'est pas reconnu dans ses besoins, il va commencer à mettre en place une stratégie du besoin. Ouais. Et donc il va orienter et faire une stratégie. Alors est-ce que tu peux donner un exemple d'une stratégie d'un besoin d'un enfant, là, par exemple, pour que ce soit... Une stratégie simple. Le besoin dans l'enfant, c'est de passer du temps avec ses parents ou de se sentir aimé. La stratégie qu'il pourrait avoir, ça serait tomber malade. Parce qu'il a remarqué que quand il tombait malade, ses parents s'occupaient plus de lui. Donc du coup, je suis malade et ça permet d'avoir la reconnaissance. Ouais. Finir une assiette. Il n'a pas envie de finir une assiette. Pourquoi on le force? Parce qu'on a été éduqué que l'assiette doit être finie, parce que voilà, c'est lié à plein de choses, au manque et autres. Mais du coup, le gamin, souvent, il veut pas parce que c'est plus son besoin. Et donc du coup, c'est comment effectivement il va mettre en place une stratégie pour ne plus répondre à ce besoin, pour satisfaire ce besoin. Donc ça peut être j'ai mal au ventre, ça peut être je vais vomir, etc. Pourtant c'est un truc qui le dessert parce qu'il n'est pas bien quand il est malade ou quand il a envie de vomir. C'est vrai, mais simplement son besoin c'est de ne pas finir l'assiette parce qu'il n'a plus besoin de manger. Et du coup, à quelque part, il va élaborer une stratégie pour faire comprendre son besoin. Sauf qu'une fois qu'il a compris que ça marchait comme ça, il élabore tout le temps la même stratégie et ça peut durer des années et des années. Parce que là, ce dont tu parles, c'est l'histoire du bénéfice secondaire ou Ça peut être l'histoire du bénéfice secondaire qui est que le bénéfice secondaire, c'est juste une réponse à un besoin primaire. Oui, c'est ça. Ouais. Ça peut être un bénéfice primaire. Tu peux juste clarifier cette histoire du bénéfice secondaire, ce qui n'est pas forcément... Alors, beaucoup de gens n'aiment pas cette idée du bénéfice secondaire. Parce qu'on ne comprend pas qu'on puisse avoir un bénéfice dans ce qu'on fait qui ne nous plaît pas. Par exemple, dans l'arrêt du tabac, il peut y avoir un bénéfice secondaire de continuer à fumer. Ouais. Ok. Comme quoi, par exemple Comme quoi, le bénéfice secondaire, c'est qu'à quelque part, ça nous calme, ça nous fait sortir du stress, ça nous fait vivre d'autres choses. Et du coup, c'est quel est le bénéfice secondaire? Non, merci. Et du coup, le bénéfice secondaire, ça peut être mal vu parce que ce qui est difficile, quand tu es dans une difficulté et que tu exprimes ta difficulté, et qu'on te dit, mais tu vois, dans ta difficulté, il y a un bénéfice secondaire. On est en train tu pourrais te sentir jugé sur le fait que dire, non, inconsciemment ou consciemment, parce que les gens ils mélangent consciemment et inconsciemment. Inconsciemment, il y a un bénéfice secondaire qui est mis en place depuis des années, dont tu n'as pas conscience. Mais du coup, quand on dit il y a un bénéfice secondaire, tu pourrais te percevoir comme étant jugé sur le fait qu'à un moment, tu le fais exprès. Or, c'est pas ça le bénéfice secondaire. Le bénéfice secondaire, c'est quelque chose qui se passe, qui a été mis en place, qui est un mécanisme, qui est inachevé parce que
En Gestalt, on parle de Gestalt inachevé, en psychothérapie, la Gestalt thérapie. En fait, c'est simplement de dire que il y a quelque chose qui n'a pas été achevé, ton besoin n'a pas été achevé et vécu complètement, ton émotion est et donc tu mets en place une stratégie, et donc tu as une Gestalt inachevée. Donc du coup, si tu arrives à fermer ce besoin, tu arrives à le vivre, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Et ça peut changer complètement ta vie. Bénéfice secondaire, on peut dire que c'est une sorte d'utilité cachée. C'est une sorte d'utilité cachée. Oui, parce qu'en fait, tous nos comportements, ils sont utiles, sauf que parfois, comme il y en a qui sont néfastes, ou comme on dit qu'ils sont inutiles, mais que ils nous portent préjudice à un niveau ou à un autre, on se dit que le comportement est inutile. Parce qu'il n'y a pas de raison directe pour lesquelles on fait ça. On dit, mais ça m'apporte rien, pourtant je le fais quand même. Mais si on continue à le faire, c'est qu'à un certain niveau, ça nous apporte quelque chose. Bien sûr. Même si justement, c'est caché. Et donc, tant qu'on n'a pas reconnu ce truc-là caché, le changement va être difficile puisque il va être tenu par quelque chose. Exactement. Il y avait un besoin, c'est un besoin par exemple de sécurité. Et la stratégie, c'est d'aller la chercher à l'extérieur, cette sécurité. On en a parlé tout à l'heure. Les gens qui veulent amasser de l'argent, qui veulent avoir de l'argent de côté, qui veulent avoir un logement, etc. C'est peut-être une stratégie, je dis bien peut-être, une stratégie de voilà mon logement, l'argent, mon compte en banque et tout ça, c'est de la sécurité. Or, le besoin qui pourrait être le raccourci par rapport à cette stratégie, ça serait comment j'arrive à me sécuriser à l'intérieur. Et du coup, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir suffisamment de sécurité à l'intérieur. C'est je partais moi un peu de l'idée que, tu vois, Bouddha, Gandhi, enfin tous ces gens qui ont un peu évolué, qui ont fait des choses, tu sens qu'il y a quelque chose où ils n'attendent pas de l'extérieur. À l'intérieur, il y a quelque chose qui est solide. Et leur sécurité, c'est leur corps, souvent. Et du coup, il y a quelque chose qui ancre et qui fait qu'ils n'ont pas de besoin. Et donc, ils peuvent vivre autre chose. Les relations amoureuses, c'est un synonyme de sécurité aussi. La relation amoureuse, c'est un synonyme de sécurité. Dans la relation amoureuse, besoin d'être aimé. Donc, est-ce qu'on est capable de s'aimer sans avoir besoin d'être aimé? La sécurité, est-ce qu'on est capable d'être en sécurité à l'intérieur sans... Et donc, du coup, ça transforme la relation. Et c'est là où tu vas avoir de la dépendance. Parce que si effectivement une personne représente ta sécurité et ton besoin d'être aimé, te sentir aimé, tu vas être dépendante. Sauf que l'autre va peut-être pas le vivre, va peut-être à un moment le vivre comme une charge. Et donc du coup, cette dépendance va mal tourner. Donc c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe. Et donc on peut prendre n'importe quelle circonstance de la vie et regarder quelle est la stratégie à l'intérieur. Voilà, c'est ça l'idée. Donc tu es en train d'écrire un livre sur la stratégie. Je suis en train d'y penser. J'ai écrit le titre et je sais ce que je vais écrire dedans et j'ai encore besoin de le métaboliser, de le disséquer sur effectivement tout ce qui se passe. Mais j'adore les fleurs. Et du coup, c'est effectivement de regarder toutes les stratégies qu'il y a pour que ça parle à un maximum de gens. L'idée de parler à un maximum de gens, c'est de faire prendre conscience aux gens que leur monde peut changer facilement et du coup qu'ils regardent un petit peu si les exemples et les métaphores que je peux utiliser dans le livre leur permettent de dire tiens, ça me parle. Et du coup ça me parle, donc ok, je peux être dans cette stratégie-là. Changer facilement ici, donc en reconnaissant leurs besoins. En reconnaissant juste que voilà, j'ai ce besoin-là et comment je peux me l'apporter moi. Ça ne veut pas dire qu'on devient moine bouddhiste et reclus. Ça veut juste dire qu'à quelque part, l'autre va représenter quelque chose de différent. Et du coup, dans la relation, il va se passer quelque chose de complètement différent. Et je te donne un exemple de stratégie ? Oui. Un exemple de stratégie qui pourrait être j'ai peur d'être jugé. Donc comment je fais pour avoir peur d'être jugé ? C'est simplement que je vais me dévaloriser. Parce que je sais qu'au moment où je me dévalorise devant les autres, je les désarme de leur jugement. Parce que je vais jouer sur leur empathie et donc jamais ils vont venir, tu les devances. Donc du coup, c'est une stratégie. C'est une stratégie de contact, de comment je contacte l'autre. Voilà, ça peut être une stratégie. Son besoin, c'est quoi ? C'est de ne pas être jugé. Mais est-ce qu'à l'intérieur, la personne ne se juge pas justement? Oui, c'est sa stratégie pour ne pas être jugée par les autres, mais ça se retourne contre... Exactement, parce qu'elle ne veut pas être jugée par les autres, parce qu'elle se juge déjà. Donc du coup, c'est plus comment je m'accepte. La question du regard de l'autre, de toute façon, c'est le regard sur moi que je projette sur l'autre. Exactement, on est toujours sur le même principe, c'est que si on est ici, après ça devient plus spirituel et qu'on est dans la densification de la matière,
on vient expérimenter ce qui nous manque. Et du coup, comment on fait? Donc soit on met en stratégie et donc ça met du temps, soit on se dit bah tiens, il y a peut-être un besoin, et puis bah regardez son besoin. C'est quoi pour toi une première étape là, si tu dois toi donner un conseil pour commencer à identifier ses besoins? Alors il peut y avoir plein de situations différentes, mais un exercice simple. Un exercice simple. L'exercice qui est difficile, qui est assez difficile, c'est déjà sur l'amour. Ouais. C'est déjà. Tu dis un exercice simple après un exercice difficile. Alors l'exercice est simple quand je le dis. Oui. Il n'est pas aussi simple à faire. D'accord. Alors, se regarder dans une glace et d'être capable de dire de s'aimer, je m'aime et je m'accepte tel que je suis, et de se regarder dans la glace du haut en bas, c'est-à-dire pas juste le visage mais tout le corps, et de sentir à l'intérieur ce qui se passe et sentir qu'on est à l'aise de le dire. Ça c'est un super exercice parce que souvent il y a des choses qui se passent. Et c'est pas si évident de pouvoir déjà se regarder dans un miroir et dire je m'aime. Ce qui est intéressant dans cet exercice, parce que comme beaucoup d'exercices, il ne s'agit pas forcément de les réussir tout ça, en fait c'est de voir ce que ça génère à l'intérieur. Exactement. De faire un truc comme ça. Et après, selon ce que ça génère justement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il s'agit juste de se le répéter? Parce qu'il y a des gens qui vont avoir beaucoup de difficultés à dire et incarner un truc comme ça, qui sont peut-être loin de s'aimer pour l'instant. Et cet exercice qui a l'air simple mais qui est tellement compliqué parce que les gens pour l'instant sont tellement pas connectés à ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Quelles sont les étapes? Qu'est-ce qu'on pourrait mesurer comme étape? Ils peuvent ne pas se sentir trop déconnectés de l'exercice, tu vois, et donc du coup ça peut être aussi décourageant ou ça peut faire un effet de grand écart en fait. Les gens s'aiment tellement pas que du coup ils vont se dire un truc qui leur correspond tellement pas et ça peut... Tout à fait. L'idée c'est de le faire vraiment étape par étape en douceur. Déjà est-ce que de se regarder dans le miroir entier, déjà, est-ce que c'est facile? Pour certaines personnes, ça ne sera pas facile. Ok, mais ils en prennent conscience qu'à un moment, il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là. Donc du coup, est-ce que petit à petit, on peut mesurer une étape supplémentaire à chaque fois? C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'arriver d'entrer à dire je m'aime et je m'accepte tel que je suis. L'idée, c'est... ça, c'est le grand écart. L'idée, c'est déjà dire qu'est-ce qui se passe quand je me mets face à un miroir? Et qu'est-ce qu'aussi il ne se passe pas, parce que c'est vrai que quand on se regarde dans le miroir, on a tendance à se dire je suis belle, je suis moche, ou tiens j'ai trop de ventre, etc. Déjà, essayer de se regarder dans le miroir sans rien juger. Sans rien juger, mais le jugement est intéressant, parce que si on note le jugement... Ils savent faire les gens, ça justement. Mais s'ils savent juger, à un moment ils vont regarder où est leur besoin. Ouais. Si tu te juges à quelque part, je suis trop gros, je suis machin, déjà tu sais qu'à quelque part tu t'aimes pas tel que t'es. Oui. Donc ça répond à ta stratégie et du coup ça revient sur le besoin de m'aimer. Ça valide le fait que j'ai besoin de m'aimer. Ouais, d'accord. L'autre chose qui est intéressante, c'est de se regarder et d'imaginer donc dans le miroir la personne la plus importante au monde, parce que c'est le cas. Du coup, c'est de regarder ce qui se passe. Alors ça veut dire quoi s'aimer? Parce que c'est un truc qu'on voit beaucoup dans le développement personnel, etc. C'est un terme un peu flou. Comment on fait? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? S'aimer soi, pour toi c'est quoi ta définition de ça? La première étape de s'aimer, c'est s'accepter. Ouais, mais alors du coup ça passe par quoi? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il y a Frank Lobvé qui dit que c'est être content d'être soi. Ouais, s'accepter, s'accepter, ça veut dire qu'à un moment, se dire ok, on a des qualités, on a des défauts. On n'est pas que des défauts, on a aussi des qualités, et de dire que voilà, il y a des choses qu'on fait dans la vie qu'on regrette, qu'on fait pas, qu'on regrette aussi. Et donc du coup, c'est simplement dire je fais du mieux que je peux et je l'assume. Et assumer, c'est déjà une vraie grande étape, d'assumer ce qu'on fait et qui on est. Déjà, à cet endroit-là, c'est de dire ok, je fais des erreurs. Et je les accepte. Et le jugement avec ça, il part naturellement en fait. Le jugement part, mais c'est accepter aussi qu'on peut se juger. Mais c'est qu'est-ce que ça vient faire le jugement? Oui, qu'est-ce qu'on en fait aussi. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire qu'à un moment, si tu te juges ou tu juges les autres, c'est bien, mais qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que le fait de te juger, le fait de te critiquer, est-ce que ça te permet par exemple de pouvoir aller faire des choses dans ta vie que tu aimes? Est-ce que le jugement, ça ne te crée pas des peurs? Est-ce que ces peurs, elles ne t'empêchent pas finalement de vivre ce que tu aimerais vivre? Et donc du coup, c'est comment tu peux regarder ce qui fait que
tu arrives à vivre ce que tu as envie et toutes les peurs et tous les jugements qu'il peuvent y avoir par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'a, toi, engagé plus à t'intéresser là-dessus, à penser à écrire un livre là-dessus? Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce... Dans ça? Ouais. Ouais, ce qui me plaît dans ça, c'est que je reçois des gens au cabinet, et en thérapie, en hypnose, etc. Et en fait, dans les discussions et dans les thèmes centraux, on voit qu'il y a toujours quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une structure. J'aime pas trop, tu sais, le côté structure, on en discutait tout à l'heure, mais il est aussi intéressant de regarder que souvent, ça peut correspondre à une structure. Alors là, je sais pas si c'est un terme qui est familier pour tout le monde, qu'est-ce que tu appelles une structure? C'est de dire qu'à un moment, les besoins essentiels sont assez répertoriables, ils ne sont pas nombreux. Dans la relation à l'autre, ils ne sont pas nombreux. C'est peut-être une dizaine de besoins essentiels, même moins, je pense, il y en a 4-5. Vous aurez la liste après. Et du coup... Dans le livre. Écrivez des mails à Stéphane pour qu'il se dépêche à écrire au moins le premier paragraphe. Écrivez ce que vous ne vivez pas et ce que vous avez du mal à vivre et on regardera la stratégie qui est dedans et quel besoin auquel ça peut répondre. Du coup, c'est un échange à ce temps-là. Et du coup, c'est ce besoin-là, la structure, effectivement, est liée au besoin. Mais par contre, les besoins sont 4-5, allez, on va dire une dizaine. Par contre, les stratégies sont multiples. Ouais. C'est-à-dire que ça peut aller à une centaine de stratégies différentes. Et du coup, c'est regarder quelles sont la stratégie que j'utilise au lieu de me rendre prisonnier dans une stratégie. Alors, est-ce que les besoins dont tu parles là, est-ce que ça correspond à, tu sais, il y a une pyramide des besoins avec besoin... Maslow ? Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, alors, Maslow est intéressante, mais pour moi, il n'y a que la sécurité dans Maslow qui est intéressante. Ouais. Les autres, ça parle pas. Oh non, tu te fais une bête. Ah ouais, ça arrive. Elle avait besoin de se réincarner, donc elle t'a utilisé. Oh, bon. On reprend à partir de Maslow. Ouais, mais Maslow me parle moins parce que moi j'ai cette perception que Maslow c'est quelque chose de l'élévation individuelle. Or, on est tout le temps en relation avec les autres. C'est difficile de s'élever individuellement sans l'environnement. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que Maslow ne prend pas en compte l'environnement complètement. En tout cas, ça me parle moins. L'environnement relationnel. Ça me parle moins et les gens à qui parlent Maslow, tant mieux. Et c'est très bien. Ça me parle moins. Donc effectivement, si ça vous parle moins Maslow, on regarde qu'est-ce qui vous parle. Ok, et merci Stéphane pour cet éclairage sur la stratégie du besoin. Si vous avez envie de quelques éclairages sur vos propres stratégies de besoin, mettez ce que vous vivez peut-être dans les commentaires. Alors je sais pas comment on peut... Soit commentaire, soit j'ai une adresse email et puis enfin il y a multiples possibilités de se contacter. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre les gens dans les commentaires pour qu'on parle de leur stratégie du besoin? Parce qu'on peut dire plein de choses. Il y a plein de choses à dire et en fait ça dépend si ça les touche personnellement et qu'ils sont prêts à le mettre en commentaire parce que c'est quand même public ou s'ils ont besoin de le faire en privé. C'est de quel ordre? Ça peut être des commentaires de quel ordre par exemple? Tous. Tout est bon. Qu'est-ce que je vis dans ma relation? Qu'est-ce que je vis dans ma relation? Qu'est-ce que je vis dans mon travail? Qu'est-ce que je vis dans ma famille? Qu'est-ce que je vis avec mes parents? Qu'est-ce que je vis partout? C'est vaste. Des objets de thérapie, c'est peut-être pas forcément... Alors, il ne s'agit pas forcément de faire l'objet d'une thérapie. Il s'agit juste de dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un raccourci à prendre sur le besoin? Et après, l'objet de la thérapie, c'est comment je vais pouvoir nourrir ce besoin. Mais déjà, c'est peut-être prendre conscience du besoin. C'est juste ça l'objectif de ce livre. Ouais. Donc voilà, si vous voulez avoir un petit éclairage de la part de Stéphane, il répondra à vos commentaires donc sur ce que vous vivez donc au travail, dans vos relations, dans votre famille, etc. Et si vous êtes tombé amoureux de lui, je mets en lien son site et son contact que vous pourrez retrouver. Et puis voilà, donc Stéphane est à Paris dans le 12e. 12e, près de Bastille, ouais. Donc voilà, allez-y madame. À bientôt Stéphane. À bientôt et merci. Petite pression pour Stéphane parce qu'il veut faire une chaîne YouTube ou un truc et donc voilà, ce serait bien. Elle est déjà prête la chaîne. Alors qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas les vidéos. Oui. Bon il y a une chaîne, alors tu me donneras la chaîne, comme ça vous pourrez vous abonner en avance. Comme ça peut-être tu auras plein d'abonnés, ça t'incitera peut-être à faire du contenu. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et puis bisous. Ouais, à bientôt. Bye.